poser les dispositifs que je vais vous montrer, mais c'est comment l'institution, finalement, met en place des dispositifs qui peuvent entraîner la totalité de la communauté universitaire à modifier ses pratiques pédagogiques. J'espère que je suis dans le bon sens. Donc, comme vous l'a dit Mona, je dirige le service universitaire d'ingénierie et d'innovation pédagogique, qui a vocation à mettre en place des dispositifs en direction des enseignants et des enseignants-chercheurs pour les accompagner à la transformation de leurs pratiques pédagogiques. Bien souvent, les innovations sont portées par une, deux ou trois personnes qui elles-mêmes ont du mal à motiver leurs collègues pour que la transformation pédagogique s'opère sur l'ensemble d'une formation. Alors, je vais passer brièvement sur la nécessité de transformer, puisque tout au long des présentations, ça a été largement souligné, le phénomène de massification, l'autorégulabilité des publics, l'entrée fracassante du numérique dans nos vies personnelles et professionnelles, qui fait que ça impacte la motivation aussi des étudiants à être facilement dans les salles de cours. Et nous sommes partis pour mettre en place les deux dispositifs que je vais vous montrer, des constats qui sont des freins à la transformation des pratiques pédagogiques. Donc le premier constat, c'est un manque de reconnaissance de l'activité d'enseignement dans la carrière de l'enseignant et de l'enseignant-chercheur. Donc c'est des constats que nous avons eus au sein de l'Université de Lorraine, mais qui ne sont pas uniques, qui ont été largement soulignés dans la littérature et notamment dans le rapport de Claude Bertrand, le rapport qui s'appelle Soutenir la transformation pédagogique dans l'enseignement supérieur. Et très récemment, le 16 novembre, la ministre de l'Éducation, Natalia Vallaud-Belkacem, a cité qu'il y avait un sentiment persistant que tout engagement pédagogique freine la recherche. Donc c'est vraiment quelque chose qui est problématique. Donc nous essayons aussi de travailler sur les deux pans de la reconnaissance de l'activité de l'enseignant et de l'enseignant-chercheur pour montrer qu'il n'y en ait pas une qui vaille plus que l'autre, même si actuellement l'évaluation se fait plus sur l'évaluation dans la carrière se fait plus sur le plan recherche que sur le plan pédagogique. Donc ça c'est un des freins sur lesquels nous avons travaillé. Il y en a un autre, c'est qu'un enseignant-chercheur à travers son doctorat est formé aux méthodologies de recherche. C'est un bon étudiant, un bon spécialiste de sa discipline. Et en même temps, on lui demande d'enseigner sans jamais avoir été formé dans son cursus de formation, sans jamais avoir été formé à la pédagogie. Donc ça aussi, c'est un frein à la transformation des pratiques pédagogiques. Et le troisième constat, c'est qu'il y a une solitude de l'acte d'enseigner. L'enseignant parle très rarement avec ses collègues de ses pratiques pédagogiques, ses pratiques, ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait, quel est l'impact de son acte pédagogique sur les résultats. Donc il n'y a pas d'espace institué pour discuter de cela. Donc il y a des laboratoires, même si selon les disciplines, il y a un travail collaboratif qui se met en place. Sur l'acte pédagogique, ce n'est pas dans la culture d'avoir des espaces pour discuter des pratiques pédagogiques. Même s'il y a des conseils de formation, des conseils pédagogiques, mais bien souvent, ce qu'on nous dit, c'est que dans ces conseils sont discutés plutôt l'organisation de la formation, le nombre d'heures qu'on va mettre pour constituer un programme de formation et non pas finalement discuter des pratiques en tant que telles. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée c'est transgresser les règles et les normes de croyance implicites et explicites en vigueur dans un contexte donné. Donc c'est pas simple l'innovation. Cette citation vient de Denis Berthiaume, et je la reprends toujours parce que c'est un paradoxe finalement. On nous demande d'innover dans un cadre institué où on ne doit surtout pas dépasser les règles et on ne doit pas se mettre en inconformité. Donc c'est aussi un acte pas simple, et donc la personne qui va essayer d'innover, on va lui dire que c'est plutôt un agitateur, c'est pour ça que je vous ai mis une image plutôt humoristique. Donc c'est pas simple non plus d'entraîner ses collègues dans une dynamique de transformation. Donc, qu'est-ce que l'institution peut faire pour entraîner, on va dire massivement, sur une prise de conscience, à entraîner massivement ses enseignants et ses enseignants-chercheurs à s'engager dans la transformation des pratiques. Donc, l'Université de Lorraine a mis en place une approche qui tient compte de trois dimensions, donc il y a une dimension institutionnelle, individuelle et collective, pour travailler justement sur les freins précédemment énoncés. Donc, le premier dispositif, je voulais vous montrer également brièvement pourquoi ces deux dispositifs.
dans un contexte particulier. Il y a 56 000 étudiants à l'Université de Lorraine, répartis dans 52 sites sur 11 villes avec 242 bâtiments, avec 200 km les uns des autres. Donc moi qui suis en centrale pour aussi essayer de diffuser et d'accompagner les enseignants de toute l'Université de Lorraine, puisqu'il y a 3700 enseignants-chercheurs, vous voyez que c'est difficile de le faire en centrale et qu'il faut que cette innovation, ce soit les acteurs qui s'en emparent. Donc le premier dispositif dont je vais vous parler, c'est la mise en place d'un réseau d'accompagnateurs pédagogiques. Donc ce projet est en cours de réalisation. Il a été récemment soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre de la manifestation d'intérêt de 2007 qui s'appelle sur l'axe de transformation pédagogique et numérique. Il y a de nombreux réseaux d'accompagnateurs pédagogiques et conseillers pédagogiques dans les universités, souvent porteurs. Souvent ces accompagnateurs, ces conseillers pédagogiques sont issus des sciences de l'éducation ou sont des innovateurs remarqués et sont nommés, ou j'ai envie de dire accrochés, parce qu'ils ont été remarqués dans leur pratique. Nous avons choisi, nous, pour mettre en place ce réseau d'accompagnateurs, de mettre en place une autre logique, c'est-à-dire on est parti sur un principe de bottom-up. C'est-à-dire que nous n'avons pas décidé, nous, de repérer des enseignants, mais de leur laisser une large place aux acteurs qui avaient envie de s'engager dans ces pratiques pour que ce soit eux sur le terrain qui insufflent cette dynamique et la façon de monter au niveau institutionnel. Donc je vous ai aussi une citation de Prost, les changements générés et pilotés par les acteurs de terrain et qui s'ancrent dans leur quotidien sont davantage viables que ceux impulsés par les instances de direction. Ça veut dire que ça doit venir du terrain et pas de façon par injonction. Et puis ensuite, ce qu'on a repéré, c'est qu'on souhaite aussi pérenniser la dynamique de transformation. Donc c'est un des principes pour éviter les phénomènes d'essoufflement et de retrait. En préambule, le doyen, quand il a fait son introduction, a parlé aussi d'un phénomène aussi d'enseignants qui partaient en retraite et qui étaient fortement engagés. Et quand ils partent en retraite, finalement, on perd tout un pan d'innovation, tout un pan d'actions qui ont été mises en place, qui est une richesse pour l'université. Et il y a aussi des innovateurs qui s'essoufflent, ils sont seuls, ils n'arrivent pas à entraîner la collectivité, ils s'essoufflent et quand ils s'arrêtent, il ne se passe plus rien. Donc nous, on a décidé de créer un réseau émanant du terrain qui vont créer une communauté d'action et s'ancrer dans nos différentes composantes et tous les 2 ans aller recruter, aller agrandir ce réseau d'accompagnateurs. Ensuite, un troisième principe, c'est l'acteur de la transformation pédagogique. C'est qu'on attend des acteurs, non pas qu'ils soient aussi, qu'ils aillent former leur père, mais qu'ils soient aussi force de proposition dans les institutions sur ce qui devrait changer au vu de ce qu'ils ont remarqué des besoins dans leurs composantes d'enseignement. Alors, les objectifs du réseau qu'on a créé, c'est d'augmenter les compétences des accompagnateurs pédagogiques parce qu'ils vont être formés pendant 2 ans à la pédagogie universitaire, à la formation de formateurs. C'est d'accroître aussi le nombre potentiel d'accompagnateurs, puisque bien souvent c'est porté par des individus, mais ils ne sont pas institués. Donc, ou alors c'est des individus, des professionnels de la pédagogie, des personnes issues des sciences de l'éducation. Mais ce qu'on veut, c'est que cette discipline ne soit pas seulement mise dans les mains de spécialistes, mais bien ouverte à toute discipline. Et puis aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, un de nos objectifs, c'est d'asseoir l'action dans la durée et pérenniser pour l'établissement cette transformation et cette dynamique pédagogique. Donc les singularités de ce réseau, c'est que nous avons basé notre recrutement non pas sur de la nomination, du repérage ou des gens issus des sciences de l'éducation ou autres, j'ai rien contre les gens des sciences de l'éducation, mais je veux dire qu'il est important aussi de laisser la possibilité aux gens de s'investir dans la transformation pédagogique pour leur propre motivation. C'est donc un recrutement où on a fait un appel à candidature et les gens, les enseignants et enseignants, les chercheurs qui veulent rentrer dans cette dynamique de transformation pour l'établissement est basé sur leur propre motivation parce qu'ils vont s'engager sur 5 ans.
Après, tout à l'heure dans les constats, j'ai dit qu'il y avait aussi un manque de reconnaissance dans la carrière pour s'engager aussi sur l'axe pédagogique. Donc ces accompagnateurs pédagogiques vont avoir une lettre de mission, donc l'établissement les missionne pour être vecteurs de cette transformation pédagogique. Ils vont aussi avoir une reconnaissance dans leur implication pendant 2 ans, de 25 heures équivalent TD pour leur permettre de se former. Et la formation durera 2 ans, une journée par mois, en présentiel, une journée par mois, avec après du travail à distance. Et nous avons adossé aussi de la recherche à ce processus, c'est donc le laboratoire ERPI qui fait de la recherche sur les processus innovatifs pour voir en quoi la mise en place de ce dispositif aura, qu'est-ce que ce dispositif aura comme effet transformant au sein de la communauté universitaire. Et il a aussi vocation à impliquer largement ces acteurs dans la politique et les orientations à prendre en place pour l'établissement. Ensuite, je vais vous parler d'un deuxième dispositif que nous avons mis en place qui s'appelle les ouvroirs de pédagogie potentielle, les UPEPO. Donc le principe des UPEPO est basé a trouvé son origine sur les ouvroirs de littérature potentielle, qui est un groupe de recherche des années 60. Et peut-être le livre emblématique de ce mouvement, c'est La disparition de Georges Perec, qui a écrit un livre avec 100 œuvres. Donc on s'est dit, on va essayer aussi de faire des actions de sensibilisation et de laisser un espace pour que les enseignants et enseignants-chercheurs puissent parler avec leurs collègues, mais pas que, avec l'ensemble de la communauté universitaire des problématiques pédagogiques en les mettant sous une contrainte pour faire émerger la créativité. Alors je ne dis pas que les enseignants-chercheurs, parce que pour nous la pédagogie concerne tous les acteurs de l'université, que ce soit les personnels administratifs, les ingénieurs, les étudiants et les enseignants. Donc ces espaces sont ouverts à l'ensemble de la communauté. Et la richesse vient qu'ils puissent échanger avec leurs différents points de vue également. Je n'ai pas le même point de vue quand je suis étudiant, je n'ai pas la même perception et les mêmes représentations que quand je suis enseignant. Et le principe, c'est un principe de controverse. Et le premier ouvrage de pédagogie potentielle que nous avons fait était sur les amphithéâtres, entre statut, symbole et esprit. Et je vous ai imprimé quelques petits récits des UPEPO qui sont là en libre service si ça vous intéresse sur le principe pour mettre en place des actions de sensibilisation, où on a fait un petit peu le récit des débats qu'il y a eu, de la controverse qu'il y a eu sur cette thématique. Donc les objectifs, c'est créer un espace d'échange qui n'en existe pas réellement au sein des établissements, dédié à la pédagogie pour mettre en place, et sur une thématique donnée, pour mettre en place peut-être des pratiques communes transférables à différentes disciplines. Notre autre objectif est de renouveler la forme du débat pour mettre la controverse, le débat, l'échange, l'expression, l'émergence d'idées. Aussi, si on parle d'innovation, on va bien en débattre. Et puis le troisième point, c'était de permettre une appropriation de la pédagogie universitaire pour tous les acteurs de l'université, dans la diversité des acteurs qui sont en place, étudiants, personnels et enseignants. Donc la singularité de ce dispositif, c'est la mixité du public, parce que là, bien souvent quand on discute de pédagogie, c'est les enseignants et enseignants-chercheurs entre eux, et les étudiants entre eux, ou alors les personnels de l'université entre eux. Et bien, il y a plus de richesse quand peut-être ces trois profils discutent ensemble de l'acte pédagogique et ce que serait l'université ou les pratiques pédagogiques de demain. Et puis l'organisation aussi de ce dispositif, puisqu'on a créé une équipe qu'on a appelée l'UPEPO-IT, qui est l'entité qui va organiser ce dispositif et qui va imaginer dans un lieu donné toutes les contraintes qui peuvent être posées, notamment par exemple, est-ce qu'on peut mettre en place des pédagogies actives dans un amphithéâtre, comment on peut mettre un peu d'interactivité dans un amphithéâtre. Donc on se réunit, on essaye de trouver des contraintes et puis le jour de l'UPEPO, on met les enseignants, les étudiants et les personnels dans cette contrainte et on les oblige un petit peu à débattre sur et d'imaginer les pratiques pédagogiques. Donc c'est aussi notre singularité, c'est dans l'organisation et la mixité des publics qui fait peut-être la richesse des
voilà deux exemples de dispositifs, un plus de sensibilisation et l'autre un autre dispositif de réseau d'accompagnateurs pédagogiques qui a pour vocation à entraîner la communauté en formant les collègues aux nouvelles pratiques pédagogiques. Je vous ai mis aussi une citation: la vision sans l'action n'est qu'un rêve, l'action sans vision n'est qu'occupation, la vision combinée à l'action peut changer le monde. Donc je pense que le fait de mettre toutes les communautés, tous les acteurs de l'université pour réfléchir sur ce débat permet d'ancrer la vision dans l'action.